Il se réveillerait le matin de Noël face à une table vide, dans un silence pesant, avec la certitude qu'une année de plus s'écoulerait dans la solitude de cette ferme. Jusqu'à ce que des coups désespérés au portail, la veille de Noël, amènent une femme trempée par la pluie, enceinte, abandonnée, et que quelque chose en lui, mort depuis des années, ne se remet à battre. Pouvez-vous imaginer passer Noël complètement seul, sachant qu'à quelques kilomètres de là, des familles entières célèbrent autour de tables garnies, tandis que vous mangez du pain rassis en regardant des chaises vides? Pouvez-vous imaginer la douleur de voir arriver une date qui symbolise l'union, quand tout ce que vous ressentez est le poids écrasant de la solitude? Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne profonde du Périgord, en décembre 1928, dans une ferme où le silence durait des journées entières et où deux cœurs brisés allaient découvrir que, parfois, Dieu place les bonnes personnes aux moments les plus improbables. Avant de poursuivre cette histoire, je voudrais vous demander une petite chose. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre ville, votre département ou même votre pays si vous êtes hors de France. J'adore savoir que ces histoires voyagent dans tant d'endroits différents, connectant des gens qui se sont peut-être aussi sentis seuls ou qui aiment simplement une belle histoire de résilience et d'amour véritable. Alors commentez, je lirai tout et répondrai au maximum d'entre vous. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Maintenant, continuons. Raphaël Delacroix avait 38 ans mais semblait en porter 60. Ce n'était pas son apparence physique qui le trahissait, car le travail acharné à la ferme maintenait ses épaules larges et ses mains fortes. C'était quelque chose dans ses yeux, une sorte de fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. La fatigue de celui qui a renoncé à espérer que la vie s'améliore et se contente d'exister, jour après jour, sans autre but que de survivre jusqu'à la prochaine aube. Le domaine de Saint-Roch comptait plus de 300 hectares de bonne terre, des pâturages verdoyants traversés par 3 ruisseaux cristallins, une bâtisse principale en pierre de taille, avec 8 pièces et une vaste terrasse d'où l'on voyait l'horizon entier se teinter d'orange au crépuscule. C'était une propriété enviable, de celle qui poussait les hommes fortunés à offrir des fortunes pour l'acquérir. Raphaël refusait toutes les offres, non pas parce qu'il aimait la ferme, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre que de rester là, prisonnier des souvenirs que ses murs gardaient. Il se levait tous les jours à 4h30 du matin, quand le froid de l'hiver périgourdin mordait la peau comme une lame affûtée. Il allumait la lampe à pétrole, préparait un café noir fort dans la cafetière en fonte et le buvait debout, regardant par la fenêtre de la cuisine vers l'étable où les vaches dormaient encore. Il ne prenait plus de petit déjeuner assis à table depuis 4 ans. Pas depuis que la table n'avait plus personne de l'autre côté pour converser. Le travail commençait avant le lever du soleil. Raphaël trayait les vaches seul, une tâche qu'il partageait autrefois avec 2 valets de ferme, mais qu'il avait congédiée parce qu'il préférait le silence à l'obligation de dire bonjour et de feindre que tout allait bien. Ensuite, il emmenait le bétail vers le pâturage le plus éloigné, réparait des clôtures qui n'avaient pas besoin de réparation, nettoyait les tables avec une méticulosité obsessionnelle, vérifiait les auges, comptait les têtes de bétail 1, 2, 3 fois. N'importe quoi pour garder l'esprit occupé. À midi, il mangeait ce qu'il avait préparé la veille, généralement une soupe épaisse, du pain et un morceau de fromage, le tout froid car il ne voyait pas l'intérêt de réchauffer un repas pour une seule personne. Il mangeait vite, mécaniquement, sans sentir le goût. L'après-midi était consacré aux réparations de la maison, au potager qu'il cultivait plus par nécessité que par plaisir, à l'entretien des outils. Quand le soleil commençait à descendre, Raphaël s'asseyait près de la cheminée avec sa pipe et restait là jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir, sans penser à rien, laissant simplement le temps passer. La nuit était la partie la plus difficile. C'était le moment où le silence de la ferme devenait si dense qu'il semblait solide, pressant la poitrine, rendant la respiration lourde.
Raphaël allumait généralement le feu, même quand il ne faisait pas si froid, juste pour avoir le son du crépitement des flammes, quelque chose qui rappelait qu'il y avait encore du mouvement dans le monde. Il lisait quelques minutes, jamais plus d'une demi-heure, car les mots s'embrouillaient et il relisait la même phrase 5 fois sans comprendre. Alors, il éteignait la lampe et se couchait, fixant le plafond dans le noir, attendant le sommeil qui venait parfois à 11 heures, parfois seulement à l'aube. Les voisins avaient cessé de lui rendre visite après la première année. Au début, surtout les femmes de la région, elles venaient avec des plats cuisinés, des invitations pour les déjeuners du dimanche, des tentatives gentilles de réintégrer Raphaël dans la communauté. Il remerciait avec une politesse distante, acceptait la nourriture pour ne pas être impoli, mais ne rendait jamais les visites et n'acceptait jamais les invitations. Peu à peu, les gens comprirent que Raphaël Delacroix voulait rester seul. Au village, à 12 kilomètres de là, on commentait à voix basse que le fermier était devenu un peu étrange après la tragédie, que c'était dommage qu'un homme encore jeune s'enterre vivant de cette façon, mais que chacun était maître de sa douleur. La tragédie qui avait transformé Raphaël en ce fantôme de lui-même s'était produite en mars 1924. Son épouse, Isabelle, était enceinte de 8 mois et demi. C'était la première grossesse, attendue avec une joie que Raphaël n'avait jamais connue auparavant. Il avait préparé la chambre du bébé personnellement, peint les murs en jaune pâle, fabriqué un berceau en bois de chêne sculpté avec des dessins d'étoiles et de lune. Isabelle passait des après-midi entiers dans cette chambre, organisant des vêtements minuscules, chantant doucement pour le ventre qui ne cessait de s'arrondir. Par un après-midi au ciel dégagé, Isabelle commença à ressentir des douleurs. Ce n'étaient pas encore des contractions régulières, mais une douleur étrange dans le dos qui ne passait pas. Raphaël envoya chercher la mère Germaine, la sage-femme la plus expérimentée de la région, une femme qui avait mis au monde plus de 200 enfants en 40 ans de métier. Madame Germaine examina Isabelle, fronça les sourcils et dit qu'il vaudrait mieux appeler le médecin du bourg. Raphaël galopa comme il n'avait jamais galopé, arriva en ville en un temps record, ramena le docteur Morel, un homme déjà âgé mais encore compétent. L'accouchement commença à la tombée de la nuit et dura 14 heures. 14 heures de cris que Raphaël entendait depuis le couloir, assis la tête entre les mains, récitant toutes les prières qu'il connaissait et en inventant d'autres quand les connus s'épuisaient. Madame Germaine sortait toutes les heures pour demander de l'eau chaude, des linges propres, et son visage devenait de plus en plus inquiet, bien qu'elle essayât de le cacher. Quand le soleil se leva, le bébé naquit enfin. Un garçon. Raphaël entendit le pleur faible, ce son qui devait être la chose la plus belle du monde, et sentit un soulagement si grand que ses jambes flanchèrent. Il se leva pour entrer dans la chambre, mais le docteur Morel apparut à la porte avec le bébé enveloppé dans des langes et le visage dévasté. « Le bébé va bien, dit-il, mais votre femme perd beaucoup de sang. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Raphaël entra dans la chambre et vit Isabelle pâle comme de la cire, les lèvres sans couleur, les yeux fermés. Madame Germaine essayait encore d'arrêter l'hémorragie, mais il y avait trop de sang, imbibant les draps, coulant sur le plancher de bois. Raphaël prit la main d'Isabelle, appela son nom, la supplia de rester, de lutter, de ne pas le laisser. Elle ouvrit les yeux un instant très court, le regarda avec un amour qui traversait toutes les barrières de la douleur, et murmura seulement « Reste avec notre fils ». Puis les yeux se fermèrent et ne s'ouvrirent plus. Le bébé ne vécut que 3 jours. Le docteur Morel dit qu'il était né avec les poumons faibles, ce qui arrivait parfois après des accouchements très longs, qu'il n'y avait rien à faire. Raphaël tint son fils minuscule, sentit le petit corps devenir froid dans ses bras, et quelque chose en lui mourut aussi. Il les enterra tous les deux dans le petit cimetière familial du domaine, sous un saule pleureur qu'Isabelle adorait. Il fit faire une pierre tombale en marbre simple avec les noms et les dates. Isabelle Marie Delacroix, 1900-1924. Édouard Delacroix,
vécut 3 jours. Après l'enterrement, Raphaël ferma à clé la chambre du bébé et n'y entra plus jamais. Il donna tous les petits vêtements, démonta le berceau et brûla les pièces dans la cour, vit le bois de chêne crépiter et devenir cendre. Il congédia les employés de maison, la cuisinière, la fille qui aidait au ménage, dit qu'il n'avait plus besoin de personne. Il se mit à tout faire seul, le ménage, la cuisine, le travail à la ferme, tout. Il pensait que s'il occupait chaque minute de sa journée, la douleur diminuerait. Elle ne diminua pas. Elle s'installa simplement, devenant une partie de lui, lourde et permanente comme une pierre attachée au cou. Les premiers mois furent les pires. Raphaël pensa à tout vendre et partir, recommencer ailleurs, où il n'y aurait pas de souvenirs dans chaque coin. Mais où aller, et pour faire quoi? La ferme était tout ce qu'il connaissait. Alors il resta, se transformant peu à peu en l'homme qu'il était maintenant. Fonctionnel, mais vide. Vivant, mais sans vivre. Décembre 1928 arriva avec le froid humide typique de l'hiver français, ce froid qui pénètre les os et rend l'air dense. Les fêtes de Noël approchaient, et Raphaël savait que ce serait une année de plus, identique aux précédentes, sans sapin décoré, sans réveillon, sans rien qui rappelât la célébration, juste un jour de plus à traverser. Le matin du 23 décembre, Raphaël réparait la barrière de l'enclos quand il vit Madame Eulalie, sa voisine la plus proche, arriver par le chemin de terre dans sa carriole. Elle habitait à 3 kilomètres de là avec son mari, Théodore, et leurs 4 enfants déjà grands. C'était une femme d'environ 55 ans, robuste, au franc-parler et au cœur généreux, bien que parfois la langue un peu trop acérée. « Raphaël, bonjour » appela-t-elle de loin. Le fermier essuya ses mains sur le chiffon qu'il gardait dans sa poche et alla à sa rencontre. « Bonjour, Madame Eulalie, tout va bien pour vous ?» Elle sourit, mais c'était un sourire qui précédait une demande ou une nouvelle. « Tout va bien, Dieu merci. Je suis venu t'inviter pour le réveillon de Noël chez nous, demain soir. Théodore va rôtir une oie, les filles vont faire une bûche, du gratin, des pâtés. Il y aura une table bien garnie et ce serait bien de t'avoir avec nous. » Raphaël refusait déjà avant même qu'elle n'ait terminé. « Madame Eulalie, je vous remercie beaucoup, mais je préfère rester ici. Vous savez que je ne suis pas très faite. » Elle soupira, s'attendant déjà à cette réponse. « Raphaël, ça fait 4 ans. Je ne te dis pas d'oublier Isabelle et le bébé, ça, personne n'oublie et ne le doit. Mais tu ne peux pas passer ta vie entière ici tout seul, à te cacher du monde. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas juste. Isabelle ne voudrait pas te voir comme ça. » Cela dérangea Raphaël d'une manière qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Il raidit sa posture, sa voix sortit plus sèche qu'il ne le voulait. « Madame Eulalie, avec tout le respect que je vous dois, vous ne savez pas ce qu'Isabelle voudrait, et je suis très bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de charité. » La femme leva les mains en signe de reddition. « Ce n'est pas de la charité, Raphaël. C'est du voisinage, de l'amitié. Mais très bien, je ne vais pas forcer. Sache juste que la porte de notre maison est toujours ouverte. » Elle reprit les rênes, ajusta son châle, et avant de partir se retourna une fois de plus. « Ah, et si tu changes d'avis, c'est demain à 7 heures du soir. L'invitation tient toujours. » Raphaël acquiesça de la tête, remercia sans mots et vit la femme s'éloigner sur la route, les roues de la carriole craquant sur le gravier. Le reste de la journée du 23 se passa sans nouveauté. Raphaël termina la réparation de la barrière, vérifia les abreuvoirs des animaux, tailla quelques arbres fruitiers qui poussaient de travers. Le soir, en mangeant un ragoût simple de viande et de pommes de terre, il pensa à l'invitation de Madame Eulalie. Il imaginait la maison pleine, les enfants qui couraient, les rires forts, l'odeur de la bonne cuisine. Il sentit une pointe de quelque chose qu'il n'identifia pas, nostalgie ou envie. Peut-être les deux. Mais il chassa ses pensées, fit la vaisselle, éteignit la lampe et alla se coucher. Le jour du 24 décembre se leva chargé. Des nuages sombres s'accumulaient à l'horizon ouest, annonçant la tempête. L'air était lourd, presque sans vent,
ce calme pesant qui précède les fortes intempéries. Raphaël se réveilla à l'heure habituelle, fit sa routine habituelle. À midi, alors qu'il déjeunait debout dans la cuisine, les premiers tonnerres commencèrent à rouler au loin, graves et menaçants. L'après-midi apporta des vents soudains qui secouaient les fenêtres et faisaient gémir la maison. Raphaël rentra les poules, verrouilla bien la porte de la grange où il gardait le grain et les outils, vérifia si les tuiles de l'étable tenaient bon. Vers 5 heures de l'après-midi, la pluie commença. Ce ne fut pas progressif. Ce fut soudain et violent, un rideau d'eau glacée qui tombait avec force, un tambourinement assourdissant sur le toit en ardoise, un vent qui poussait l'eau jusque sous le porche. Raphaël alluma la cheminée plus tôt que d'habitude, prépara du café et resta là, regardant la tempête à travers la fenêtre. C'était le genre de pluie hivernale qui durait des heures, de celle qui inondait les routes et faisait déborder les ruisseaux. Vers 6h30 du soir, quand l'obscurité dominait déjà tout, car les nuages cachaient complètement le reste de la lumière du jour, Raphaël entendit quelque chose qui lui fit froncer les sourcils. Des coups au portail. Ce n'étaient pas des coups timides, c'étaient des coups forts, désespérés, de quelqu'un utilisant toute la force qu'il avait. Raphaël prit la lampe tempête, jeta une cape en laine sur ses épaules et sortit sous le porche. La pluie était si forte qu'il distinguait à peine le portail, à une vingtaine de mètres. Les coups continuaient, rythmés, insistants. Qui cela pouvait-il être dans cette tempête, à cette heure? Il traversa l'allée pavée qui menait au portail, marchant dans des flaques profondes, l'eau glacée imbibant ses bottes. Quand il arriva près, il leva la lampe et vit, à travers les grilles de fer, une silhouette humaine, une femme. Elle était complètement trempée, les cheveux collés au visage, les vêtements plaqués au corps. Et même avec la pluie et le peu de lumière, Raphaël remarqua quelque chose qui le figea un instant. Elle était enceinte. Très enceinte. « S'il vous plaît !» cria-t-elle par-dessus le bruit de la pluie, la voix brisée et désespérée. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai nulle part où aller. J'ai juste besoin d'un endroit pour passer la nuit. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. » Raphaël resta là, immobile, tenant la lampe, l'eau ruisselant sur sa cape, regardant cette femme inconnue surgie de nulle part la veille de Noël. Tous ses instincts lui disaient d'ouvrir le portail, d'aider, car c'est ainsi qu'il avait été élevé. Mais 4 ans de solitude, 4 ans de murs érigés autour de son cœur, le firent hésiter. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Sa voix sortit plus rêche qu'il ne le voulait. La femme s'agrippa aux grilles comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « Je m'appelle Hélène, Hélène Lefebvre. Je viens de Lyon. Mon mari m'a mise à la porte. Je suis seule. S'il vous plaît, monsieur, je suis trempée et j'ai froid. Juste une nuit. Demain je m'en irai. Je promets de ne pas déranger. » Raphaël vit les larmes mêlées à l'eau de pluie sur son visage. Il vit la façon dont elle tremblait, non seulement de froid, mais de peur, d'épuisement, de désespoir total. Il vit le ventre rond, énorme, et une pointe de vieille douleur traversa sa poitrine. Il pensa à Isabelle. Il pensa à ce qu'il ferait si c'était elle, là, demandant de l'aide, rejetée par un étranger. Il pensa que peut-être Dieu testait le peu d'humanité qui restait en lui. Il ouvrit le portail. « Entrez vite, dit-il, lui faisant signe de passer. Sortons de cette pluie. » Hélène entra en titubant, ses jambes semblant ne plus supporter son propre poids. Raphaël verrouilla le portail derrière eux et la guida par le chemin pavé jusqu'au porche. Quand ils arrivèrent sous le toit et furent enfin protégés de la pluie, il put mieux la voir à la lumière de la lampe. C'était une belle femme, même dans cet état misérable. Elle devait avoir 30 ans, peut-être un peu plus. Des cheveux sombres qui lui arrivaient aux épaules, maintenant collés à son cou et à ses joues, de grands yeux marrons effrayés, un visage fin, aux traits délicats. Elle portait une robe simple en coton bleu foncé qui avait dû être plus claire, complètement trempée et avec un ourlet boueux. Pas de bagages, pas de manteau, rien que les vêtements qu'elle portait. « Depuis combien de temps marchez-vous sous la pluie » demanda Raphaël en ouvrant la porte de la maison.
Hélène entra, goûtant sur le plancher en bois, tremblant tellement que ses dents claquaient. « Depuis l'après-midi » répondit-elle difficilement. « J'ai été prise en stop par une charrette jusqu'ici près. Mais l'homme a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener plus loin car il allait dans une autre direction. J'ai vu la lumière de votre maison au loin et j'ai marché jusqu'ici. » Raphaël alluma 2 autres lampes, augmentant la clarté de la salle. « Je vais chercher des serviettes et des vêtements secs. Restez près de la cheminée. » Hélène obéit, s'approchant du feu, tendant ses mains tremblantes vers la chaleur. Raphaël monta les escaliers 2 par 2, alla jusqu'à la chambre où il n'était pas entré depuis des mois, la chambre d'amis, et prit des serviettes propres dans l'armoire. Puis, il hésita. Des vêtements. Il n'avait pas de vêtements de femme. Les vêtements d'Isabelle avaient été donnés il y a longtemps. Il descendit avec les serviettes, une grande chemise en flanelle et un pantalon de pyjama qui, il le savait, serait immense pour elle, mais c'était ce qu'il avait. Il tendit le tout à Hélène. « Vous pouvez vous sécher et vous changer là, dans cette chambre, » indiqua-t-il la porte à droite. « Vous aurez de l'intimité, je vais faire du thé chaud. » Hélène prit les vêtements et les serviettes comme si c'étaient des trésors. Elle regarda Raphaël, les yeux pleins d'une gratitude si profonde que c'en était presque douloureux. « Merci beaucoup, monsieur. Vous ne savez pas ce que ça signifie. » Elle entra dans la chambre et ferma la porte. Raphaël resta là, planté au milieu du salon, écoutant le bruit de la pluie dehors, le crépitement de la cheminée et se demandant ce qu'il venait de faire. Il avait laissé une femme enceinte inconnue entrer chez lui la veille de Noël. C'était de la folie. Mais en même temps, pour la première fois en 4 ans, la maison n'était pas complètement silencieuse. Il y avait quelqu'un de vivant, qui respirait, qui occupait l'espace, et cela provoquait en lui une sensation étrange, quelque chose entre l'inconfort et un soulagement qu'il n'osait nommer. Il alla à la cuisine, mit de l'eau à bouillir, prit les herbes séchées de camomille qu'il cultivait pour les tisanes. En attendant que l'eau chauffe, il entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Hélène sortit, déjà vêtue de ses vêtements qui étaient ridiculement grands, les manches de la chemise couvrant ses mains, le pantalon de pyjama retroussé plusieurs fois aux chevilles. Elle avait séché ses cheveux qui tombaient maintenant libres, ondulés. Son visage était encore pâle, mais elle ne tremblait plus. « Asseyez-vous là », Raphaël indiqua la chaise à la table de la cuisine. Hélène s'assit doucement, les mains posées sur son ventre, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sembla se détendre un peu. Raphaël servit le thé dans 2 tasses en métal émaillé, en posa une devant elle. « Buvez doucement, c'est chaud. » Elle obéit, prit la tasse à 2 mains, souffla avant de boire, et quand le liquide chaud descendit dans sa gorge, elle ferma les yeux dans un soulagement visible. Ils restèrent en silence quelques minutes. Raphaël s'assit en bout de table, buvant son propre thé, sans la quitter des yeux, essayant encore de comprendre la situation. Hélène buvait à petites gorgées, comme si elle voulait faire durer ce moment. « Vous avez dit que vous veniez de Lyon ?» Raphaël rompit finalement le silence. « À pied ?» Hélène secoua la tête. « Non, j'ai pris un train jusqu'à la gare la plus proche, puis j'ai trouvé une charrette jusqu'ici. J'essayais d'atteindre la maison d'une cousine qui habite plus loin, mais je ne savais pas que c'était si loin. Et puis la pluie est arrivée. Et votre mari, pourquoi vous a-t-il mis à la porte ?» La question sortit plus directe que Raphaël ne le voulait, mais il n'y avait plus moyen de reculer. Hélène baissa les yeux vers sa tasse, ses doigts serrant le métal avec force. « Il a découvert que le bébé n'était pas de lui, » dit-elle d'une voix basse, chargée de honte et de douleur. « Il m'a accusé de trahison, a dit qu'il n'élèverait pas l'enfant d'un autre homme. » Raphaël resta silencieux, attendant. Hélène prit une profonde inspiration et continua, les mots sortant lentement, chacun demandant un effort. « Je suis institutrice. J'enseignais dans une école de filles à Lyon. J'ai rencontré mon mari, Armand, il y a 3 ans. Il était veuf, commerçant, il avait de l'argent. Il semblait être un homme bon. Je me suis mariée en pensant que ce serait une belle vie. » Elle fit une pause, but plus de thé, la main tremblant légèrement.
Mais il était jaloux, contrôlant. Il n'aimait pas que je travaille, il m'a fait quitter l'école. Il n'aimait pas que je sorte de la maison sans lui. Et le bébé ? Demanda Raphaël avec prudence. Hélène leva les yeux et Raphaël y vit quelque chose qui le surprit. De l'indignation, de la clarté, de la force. Le bébé est bien de lui, dit-elle fermement, mais il ne l'a pas cru. Il a commencé à mal compter les mois, disant que j'étais déjà enceinte quand nous nous sommes mariés, inventant des choses dans sa tête. Il a toujours été comme ça, méfiant de tout. J'ai essayé d'expliquer, de montrer que les comptes étaient bons. Mais il n'a pas voulu écouter. Il m'a traité de nom terrible. Il m'a mise dehors au milieu de la nuit. Il a dit que j'avais de la chance qu'il ne me mette pas à la rue Manu Militari. Raphaël sentit la colère monter dans sa poitrine. Colère contre un homme qu'il ne connaissait même pas, mais qui était capable de faire ça à une femme, à sa propre épouse, enceinte, sans protection. Et vous n'avez pas de famille, nulle part où aller ? Hélène secoua la tête doucement. Mes parents sont morts il y a des années. J'ai une cousine ici dans la région, c'est chez elle que j'essayais d'aller, mais je ne sais pas si elle me recevra. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. La pluie dehors continuait fort, martelant le toit. Raphaël regarda Hélène et vit quelque chose qu'il reconnaissait. L'abandon, la solitude, le désespoir. C'étaient des choses qu'il connaissait bien, quoique différemment. Et pendant un instant, un très court instant, il ressentit quelque chose qu'il ne ressentait plus depuis des années. De l'empathie, une connexion. L'envie d'aider non par obligation, mais parce que cela importait vraiment. « Vous pouvez rester ce soir, dit-il finalement. Demain, on verra comment vous emmener chez votre cousine. Il y a une chambre d'amis là-haut. J'ai changé les draps. Vous serez confortable. » Hélène le regarda comme si elle ne croyait pas ce qu'elle entendait. « Vraiment. Vous me laissez rester ?» Raphaël acquiesça. « C'est Noël. Personne ne devrait passer Noël dans la rue, encore moins une femme enceinte. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Hélène avant qu'elle ne puisse les retenir. Ce n'étaient pas seulement des larmes de soulagement, mais de tout ce qui s'était accumulé. Le rejet, l'humiliation, la fatigue, la peur, et maintenant cette bonté inattendue d'un étranger. « Merci beaucoup, » murmura-t-elle. « Merci infiniment. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. » Raphaël fut mal à l'aise face à toute cette émotion. Il ne savait pas gérer les larmes, plus maintenant. Il se leva, ramassa les tasses vides. « Vous avez faim ?» Hélène essuya son visage du revers de la main et acquiesça. « Oui, je n'ai rien mangé depuis hier matin. » Raphaël ouvrit le garde-manger, prit du pain, du beurre, de la charcuterie, un morceau de fromage. Il prépara une assiette simple et la posa devant elle. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait tenir jusqu'à demain. Hélène mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin. Raphaël resta là, debout, appuyé contre le plan de travail, observant sans vouloir avoir l'air d'observer. Elle avait des manières délicates, éduquées, même dans la situation où elle se trouvait. Sa posture, bien que fatiguée, avait de l'élégance. La façon dont elle remerciait pour chaque petit geste. Elle avait été institutrice, se rappela-t-il, une femme cultivée. Et maintenant elle était là, mangeant les restes chez un inconnu, parce que son propre mari l'avait chassée. Quand Hélène eut terminé, Raphaël lui montra la chambre à l'étage. Elle était petite mais propre, avec un lit double, une vieille armoire, un fauteuil à bascule près de la fenêtre. « Ça sent le renfermer parce que personne ne l'utilise depuis longtemps, » dit Raphaël maladroitement. « Mais les draps sont propres. Il y a plus de couvertures dans ce coffre si vous avez besoin. La salle de bain est au bout du couloir. » Hélène entra dans la chambre, regarda autour d'elle avec cette expression de quelqu'un qui a trouvé un palais. « C'est parfait, » dit-elle avec sincérité. « Plus que parfait. » Elle se tourna vers Raphaël, qui était resté sur le seuil, ne sachant pas s'il devait rester ou partir. « Monsieur, je ne connais même pas votre nom, dit-elle. » Il réalisa qu'il ne s'était vraiment pas présenté. « Raphaël, Raphaël Delacroix. » Elle sourit, un petit sourire, mais authentique. « Enchanté, Raphaël. Et merci beaucoup de m'avoir donné un abri. Vous êtes un homme bon. »
Raphaël ne répondit pas. Il ne se trouvait pas bon. Il pensait avoir fait juste le minimum, ce que n'importe quelle personne décente ferait. Mais en même temps, entendre cela, ces mots, après tant de temps sans entendre aucun mot, provoquait quelque chose d'étrange en lui. « Bonne nuit, Hélène », dit-il finalement. « Si vous avez besoin de quelque chose, c'est juste d'appeler. Ma chambre est à l'autre bout du couloir. » Il descendit les escaliers, éteignit les lampes du salon et de la cuisine, ne laissant que la cheminée allumée avec des braises basses. Il alla dans sa propre chambre, s'allongea sur le lit encore habillé et resta là dans le noir, écoutant les bruits de la maison. Il entendit les pas légers d'Hélène là-haut, le grincement du lit quand elle se coucha, le silence ensuite. Et pour la première fois en 4 ans, Raphaël Delacroix n'alla pas dormir complètement seul la veille de Noël. La pluie continuait dehors, mais à l'intérieur de la maison, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qu'il ne savait pas encore identifier, mais qui était là, présent, changeant imperceptiblement l'air, la température, la réalité elle-même. Il y avait une autre personne respirant sous ce toit, une autre histoire, d'autres douleurs, une autre vie. Et Raphaël, même sans le réaliser totalement à ce moment-là, venait d'ouvrir une porte qu'il avait gardée fermée trop longtemps. Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, réussit à dormir sans rester des heures à fixer le plafond. Il ne savait pas que cette nuit, cette tempête, cette femme apparue de nulle part la veille de Noël, allait tout changer. Il ne savait pas que la solitude qu'il avait choisie comme protection était sur le point d'être défiée. Il ne savait pas que parfois Dieu, ou le destin, ou le hasard, place les gens exactement là où ils doivent être, exactement quand ils doivent y être. Et tandis qu'il dormait, dehors la tempête commençait à passer, les nuages s'ouvrant doucement, et une petite fente de ciel étoilé apparaissait, annonçant que peut-être, juste peut-être, ce Noël serait différent de tous les autres. Raphaël se réveilla avec l'odeur du café. Ce n'était pas possible. Il se réveillait toujours avant tout le monde, faisait toujours son propre café, commençait toujours la journée seul dans cette cuisine silencieuse. Mais l'odeur était là, inconfondible, montant par les escaliers, entrant dans la chambre, apportant avec elle un souvenir si ancien qu'il faisait mal, le souvenir de quand la maison était vivante. Il se leva du lit, encore un peu étourdi, et descendit les escaliers sans faire de bruit. La clarté du matin de Noël entrait par les fenêtres, illuminant le salon de cette lumière pâle d'hiver. Quand il arriva à la cuisine, il s'arrêta à la porte. Hélène était là, de dos, remuant quelque chose sur le fourneau. Elle portait la même robe bleue qui avait séché pendant la nuit, pendue près de la cheminée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon improvisé. Elle fredonnait doucement, une mélodie que Raphaël ne reconnaissait pas, mais qui avait quelque chose de triste et beau à la fois. « Bonjour », dit-il, la voix encore rauque de sommeil. Hélène se retourna en sursaut, la main allant instinctivement à sa poitrine. « Raphaël, pardon, je ne voulais pas vous réveiller. J'ai pensé que je pouvais faire le café puisque vous m'avez donné un abri. C'est le moins que je puisse faire. » Raphaël entra dans la cuisine, assimilant encore la scène. « Ce n'était pas nécessaire, dit-il, mais sans rudesse. Vous êtes une invitée. » Hélène sourit, un sourire timide mais sincère. « Une invitée peut aussi être utile. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait ici dans le garde-manger. J'ai fait du café, grillé du pain. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Raphaël regarda la table déjà mise avec 2 tasses, 2 assiettes, les choses organisées avec un soin que personne n'avait eu depuis des années dans cette cuisine. « Non, ça ne me dérange pas, » répondit-il, et il réalisa que c'était vrai. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et pour la première fois en 4 ans, Raphaël prit son petit déjeuner assis à table, avec quelqu'un de l'autre côté. C'était étrange, presque inconfortable, mais il y avait aussi quelque chose de réconfortant qu'il n'osait admettre. Hélène mangeait lentement, les mouvements soigneux, comme si elle avait encore peur de déranger. « Vous habitez ici tout seul depuis longtemps ?» demanda-t-elle avec délicatesse. Raphaël but son café, gagna du temps avant de répondre. « 4 ans !»
Ma femme est morte en couche, le bébé aussi. Hélène arrêta de manger, les yeux écarquillés de compassion. Raphaël, je suis désolé, je ne savais pas. Pardonnez-moi si je ravive de mauvais souvenirs. Il secoua la tête. Vous ne ravivez rien. Les souvenirs sont déjà là, tous les jours. Ça fait partie de la vie. Ils restèrent silencieux un moment, ce silence lourd de ceux qui reconnaissent la douleur chez l'autre. Puis Hélène parla, la voix basse. Je comprends. Pas de la même façon, mais je comprends ce que c'est de perdre. J'ai perdu mes parents jeunes. J'ai perdu la chance d'avoir une famille quand j'ai épousé le mauvais homme. Et maintenant je vais avoir un fils seul, sans savoir si je pourrai m'en occuper, si je pourrai donner ce dont un enfant a besoin. Raphaël la regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée. Il vit la vulnérabilité, mais aussi la force. Vous semblez forte, dit-il, plus forte que vous ne l'imaginez. Hélène tint sa tasse à deux mains comme si c'était une ancre. Je ne me sens pas forte, je me sens perdue. Mais merci de dire ça, parfois on a besoin d'entendre qu'on peut y arriver, même sans y croire. Raphaël acquiesça. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Combien de mois de grossesse? Demanda-t-il. 6 mois et demi, répondit-elle, la main allant vers son ventre dans un geste automatique de protection. Il reste environ 2 mois et demi. Après le café, Raphaël dit qu'il devait s'occuper des animaux. Hélène offrit son aide, mais il refusa disant que c'était un travail pénible et qu'elle devait se reposer. Mais quand il revint de l'étable 1 heure plus tard, il trouva la cuisine propre, la vaisselle lavée et rangée, la table brillante. Hélène était dans le salon feuilletant un vieux livre qu'elle avait pris dans la bibliothèque. « Vous n'auriez pas dû faire ça ?» dit Raphaël, mais sans reproche dans la voix. Hélène ferma le livre, se leva du fauteuil avec un certain effort à cause de son ventre. « J'ai dit que je voulais être utile. Je ne peux pas rester sans rien faire, surtout après tout ce que vous avez fait pour moi. » Raphaël resta sans réponse. Il n'était pas habitué à la gratitude. Il n'était pas habitué à la compagnie. La matinée passa lentement, étrange. Raphaël essaya de suivre sa routine, mais la présence d'Hélène changeait tout. Il sortait pour travailler à la ferme et revenait en trouvant de petits changements. Les coussins du salon arrangés, les fenêtres ouvertes pour aérer, des branches de houx dans un verre d'eau sur la table. Des choses simples qui rendaient la maison différente, plus vivante. En fin de journée, Raphaël prépara un déjeuner simple, un ragoût, et appela Hélène pour manger. Elle complimenta la nourriture avec sincérité, dit que c'était délicieux, et Raphaël sentit quelque chose de bizarre, presque comme de la honte ou de la timidité, des sentiments qui ne lui avaient pas rendu visite depuis si longtemps qu'il les reconnaissait à peine. Pendant qu'il mangeait, Hélène raconta plus sur sa vie. Elle parla de l'école où elle enseignait, des filles à qui elle donnait cours, de combien elle aimait voir le moment où un enfant comprenait enfin quelque chose de difficile et que ses yeux brillaient de découverte. Raphaël l'écoutait, fasciné sans le montrer. La façon dont elle parlait, les mots choisis, la passion contenue même après tout ce qu'elle avait traversé. « L'enseignement vous manque ?» demanda-t-il. Hélène regarda par la fenêtre, les yeux lointains. Tous les jours. C'était la seule chose qui était vraiment à moi, vous savez. Le seul endroit où j'avais ma propre valeur. Je n'étais pas l'épouse de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. J'étais mademoiselle Hélène, l'institutrice. Les enfants me respectaient. Je faisais une différence. Raphaël acquiesça lentement. Je comprends, c'est comme moi avec la ferme. C'est le seul endroit où les choses ont un sens. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et Raphaël sentit quelque chose qu'il ne savait expliquer. Les yeux marrons d'Hélène avaient de la profondeur, de l'intelligence, et quelque chose de plus qu'il n'arrivait pas à nommer. « Vous êtes très différent de ce que j'ai pensé en arrivant ici hier, dit-elle. Je pensais trouver un homme dur, fermé. Et vous l'êtes, mais vous avez aussi de la gentillesse, même en essayant de la cacher. Si vous aimez cette histoire, commentez ci-dessous. Je veux savoir ce que vous en pensez, si vous êtes ému, si vous soutenez Raphaël et Hélène, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, l'aimerait aussi.
Raphaël fut gêné par cela. Il se leva de table, ramassa les assiettes, les porta à l'évier. « Je ne suis pas gentil, dit-il d'une voix contrôlée. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. » Hélène se leva aussi, alla jusqu'à l'évier, se tint à côté de lui. « Non, Raphaël, n'importe qui ne le ferait pas. Mon propre mari ne l'a pas fait. Vous m'avez accueilli sans me connaître, sans me juger, sans rien exiger en retour. C'est rare, et je ne l'oublierai pas. Elle était trop près. » Raphaël pouvait sentir sa chaleur, l'odeur douce du savon qu'elle avait utilisé le matin. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas été si près d'une autre personne, si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette conscience aiguë de chaque mouvement, chaque respiration. Il fit un pas en arrière, créant de la distance. « Je vous emmènerai chez votre cousine demain, » dit-il, en changeant de sujet. « C'est loin ?» Hélène sembla percevoir son malaise et recula aussi. « C'est à une quinzaine de kilomètres d'ici, au village de Saint-Jean-des-Champs, vous connaissez. » Raphaël acquiesça. « Je connais. Je peux vous emmener en carriole demain matin. Ce n'est pas un chemin difficile. » Hélène remercia des yeux, mais il y avait quelque chose de triste dans ce remerciement, comme si elle ne voulait pas vraiment partir. Ou peut-être Raphaël s'imaginait-il des choses. L'après-midi de Noël fut le plus étrange que Raphaël ait vécu. Il n'y avait pas de fête, pas de célébration, mais il n'y avait pas non plus la solitude pesante d'habitude. Hélène s'assit près de la cheminée, avec un livre qu'elle avait emprunté dans la bibliothèque du salon, et Raphaël feignit d'être occupé à réparer un harnais, mais en vérité, il la regardait à la dérobée. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était concentrée sur sa lecture, la façon dont la lueur du feu jouait dans ses cheveux, la façon dont sa main reposait sur son ventre, protectrice. À la tombée de la nuit, Raphaël raviva le feu car même à l'intérieur, la nuit périgourdine se rafraîchissait. Hélène prépara une tisane pour les deux sans qu'ils ne demandent et l'apporta au salon. Ils s'assirent dans les fauteuils face à l'âtre, chacun de son côté, mais c'était comme s'il y avait un fil invisible les reliant. Raphaël ne savait pas l'expliquer. C'était juste que sa présence, le son de sa respiration, le bruissement des pages quand elle tournait le livre, tout cela comblait un vide dont il ignorait même la persistance. « Avez-vous peur ?» demanda soudain Raphaël, brisant le silence. « Peur de quoi ?» Hélène leva les yeux de son livre. « De l'accouchement. D'avoir le bébé. » Hélène devint sérieuse, posa le livre sur ses genoux. « Oui, » admit-elle. « Beaucoup. Pas tant de la douleur physique, mais d'être seule. De ne pas y arriver. Que quelque chose tourne mal et de n'avoir personne pour m'aider. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Il se souvint d'Isabelle criant dans la chambre, se souvint du sang, de l'impuissance, de la peur qu'il avait ressentie lui aussi. « Votre cousine va vous aider », dit-il en essayant de croire à ses propres mots. Hélène eut un sourire triste. « Je ne sais même pas si elle va me recevoir. Ça fait 4 ans qu'on ne se parle plus. On s'est disputé pour une bêtise à l'époque. Mais c'est la seule option que j'ai. » Raphaël regarda les flammes, les langues de feu danser, et soudain il entendit sa propre voix dire quelque chose qu'il n'avait pas prévu. « Si elle ne vous reçoit pas, vous pouvez revenir ici, jusqu'à ce que vous ayez le bébé. Ce n'est pas correct qu'une femme enceinte reste à la rue. » Hélène tourna la tête si vite que son chignon faillit se défaire. « Vous êtes sérieux ?» Raphaël ne la regarda pas, garda les yeux sur le feu. « Oui. Mais c'est juste jusqu'à la naissance du bébé. Après ça, il faudra trouver un autre endroit. » Il dit cela avec rudesse, essayant de poser des limites, essayant de bien faire comprendre que c'était de la charité, rien d'autre. Mais Hélène comprit quand même. Elle comprit que sous cette aspérité, il y avait un cœur qui savait encore se soucier des autres. « Raphaël, dit-elle doucement, pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Pourquoi vous en souciez ?» Raphaël la regarda enfin. La lumière du feu jouait sur le visage d'Hélène, laissant une moitié dans l'ombre, l'autre dorée. « Parce que personne ne devrait traverser ça seul, » dit-il, la voix sortant plus basse qu'il ne le voulait. « Parce que je sais ce que c'est de perdre.
Et je sais que si quelqu'un avait aidé ma femme, si quelqu'un avait été là quand je n'ai pas pu l'être, peut-être que les choses auraient été différentes. Alors, je vous aide parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est tout. Mais ce n'était pas tout. Au fond, Raphaël savait que ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui avait commencé quand il avait ouvert ce portail la nuit précédente et vu cette femme désespérée sous la pluie. Quelque chose qui avait grandi pendant le petit déjeuner, pendant les conversations, pendant les silences partagés. Quelque chose qui l'effrayait parce que cela signifiait que les murs qu'il avait construits se fissuraient. Hélène ne répondit pas par des mots. Elle tendit simplement la main par-dessus l'espace entre les deux fauteuils, et pendant un instant, juste un instant, ses doigts effleurèrent ceux de Raphaël. Ce fut un contact bref, léger, presque accidentel. Mais cela envoya un courant électrique dans le bras de Raphaël, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était. Le contact d'une autre personne, la connexion humaine, la chaleur. Il retira sa main comme s'il avait touché une braise, se leva du fauteuil, passa la main dans ses cheveux, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose de cette énergie étrange qui parcourait son corps. « Je vais dormir, dit-il abruptement. Demain, on part tôt pour vous emmener chez votre cousine. Bonne nuit, Hélène. » Il monta les escaliers sans attendre de réponse, entra dans sa chambre, ferma la porte. Il resta là, debout dans le noir, respirant profondément, essayant de se calmer. Qu'est-ce qui lui arrivait? C'était juste une femme qui avait besoin d'aide. Il faisait la bonne chose. Demain, elle partirait, retournerait chez sa cousine, et sa vie redeviendrait normale. La solitude reviendrait. Le silence reviendrait. Tout redeviendrait comme avant. Mais une partie de lui, une partie petite et traîtresse, chuchotait que peut-être il ne voulait pas que ça revienne. Raphaël dormit mal cette nuit-là. Il se tourna et se retourna, écoutant les bruits de la maison, imaginant Hélène dans la chambre de l'autre côté du couloir. Est-ce qu'elle arrivait à dormir? Est-ce que le bébé donnait des coups? Avait-elle peur de ce qu'elle trouverait chez sa cousine? Il se leva avant l'aube, comme toujours, mais cette fois avec un poids différent sur la poitrine. Il prépara la carriole, mit du foin et de l'eau pour les animaux, fit du café. Quand Hélène descendit, tout était prêt. Elle portait la robe bleue, les cheveux attachés, le visage lavé. Elle semblait plus reposée que la nuit de son arrivée, mais il y avait une tension visible dans ses épaules, ses lèvres serrées. « Prête ?» demanda Raphaël. Hélène acquiesça. « Prête. Merci pour tout, Raphaël. Ces 2 jours ont été les seuls depuis longtemps où je me suis senti en sécurité. » Il ne répondit pas, lui fit juste signe de le suivre jusqu'à la carriole. Il l'aida à monter, prudent avec son ventre, puis monta de l'autre côté et prit les rênes. Le cheval se mit en marche, la carriole balançant doucement sur le chemin de terre. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel de rose et d'orange. Le paysage périgourdin s'étendait autour d'eux, champs brumeux, collines douces, bosquets d'arbres ici et là. C'était beau, Raphaël devait l'admettre. Il avait oublié de prêter attention à ces choses. Hélène regardait tout avec attention, ses yeux parcourant l'horizon. « C'est beau ici, dit-elle, très différent de la ville. Plus calme. » Raphaël approuva. « Oui, c'est un bon endroit. » Ils roulèrent en silence un moment, juste le bruit des sabots du cheval sur la terre et le grincement de la carriole. Puis, Hélène parla, la voix hésitante. « Raphaël, je peux vous demander quelque chose. » Il garda les yeux sur la route. « Allez-y. Aimez-vous encore votre femme ?» La question prit Raphaël par surprise. Il mit du temps à répondre. « Je l'aime, » dit-il enfin. « Je l'aimerai toujours. Mais c'est un amour différent maintenant. C'est plus une mémoire qu'une réalité. C'est ce qu'il reste. » Hélène acquiesça lentement. « Je comprends. C'est bien que vous ayez aimé comme ça, même si ça a fini tristement. Certaines personnes n'aiment jamais vraiment. » Raphaël la regarda à la dérobée. « Et vous, avez-vous aimé votre mari ?» Hélène rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce rire. « Non, je pensais l'aimer, mais je crois que c'était plus la peur de rester seule.
l'envie d'avoir une famille. Il semblait sûr, stable. Mais j'avais tort. Il n'était pas ce qu'il semblait. Ils arrivèrent au village de Saint-Jean-des-Champs vers 8 heures du matin. C'était un petit endroit, une rue principale en terre, avec peut-être 20 maisons de chaque côté, une église, une épicerie, un café. Peu de gens dans la rue à cette heure. Raphaël arrêta la carriole devant l'épicerie. « Où est la maison de votre cousine ?» Hélène pointa une maison au volet bleu au bout de la rue. Là, la troisième après l'église. Raphaël fit avancer le cheval. Ils roulèrent doucement jusqu'à la maison indiquée. Elle était simple, bien entretenue, avec des fleurs plantées devant et une barrière blanche. Hélène descendit de la carriole, le visage pâle. « Voulez-vous que je vienne avec vous ?» proposa Raphaël. Elle secoua la tête. « Non, il vaut mieux que j'y aille seule d'abord. Mais merci. » Elle marcha jusqu'à la porte, frappa 3 fois, attendit. Raphaël resta dans la carriole, observant. La porte s'ouvrit et une femme d'une 40aine d'années apparut, cheveux gris attachés, tablier à la taille. Elle regarda Hélène, les yeux s'écarquillant de surprise. « Hélène ?» La voix portait jusqu'à l'endroit où Raphaël se trouvait. « Hélène, c'est toi ?»« Cousine Jeanne, » dit Hélène, la voix tremblante. « Je sais que ça fait longtemps, je sais qu'on s'est disputé, mais je n'ai plus nulle part où aller. Mon mari m'a chassée, je suis enceinte et seule. J'ai juste besoin d'un endroit pour rester jusqu'à la naissance du bébé, s'il te plaît. » Jeanne regarda le ventre d'Hélène, puis son visage. L'expression était illisible. Après un long moment qui sembla durer des heures, elle secoua la tête. « Hélène, j'aimerais t'aider. Mais je ne peux pas. Mon mari ne l'accepterait pas. Il est très strict avec ces choses-là, et on a à peine de la place ici. On est moi, lui et 3 enfants dans une maison de 3 pièces. Il n'y a pas de place. » Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais Jeanne, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne. S'il te plaît. » Jeanne regarda autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un voie. « Désolé, Hélène, je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas possible. Peut-être qu'en ville, on pourra te trouver une place dans un hospice ou chez une famille qui accepterait de t'employer comme bonne. Mais ici, chez nous, ça ne va pas. » Elle ferma la porte. Aussi simple que ça. Elle ferma la porte au nez de sa cousine enceinte, désespérée, sans place dans le monde. Hélène resta là, figée, la main encore levée, comme si elle allait frapper à nouveau, mais sans force. Les épaules tombèrent, la tête baissa. Et Raphaël vit exactement le moment où son dernier fil d'espoir se rompit. Il descendit de la carriole, alla jusqu'à elle. Hélène. Elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Elle essayait de ne pas pleurer là, au milieu de la rue. « On rentre », dit Raphaël avec douceur. « On rentre à la ferme. » Hélène le regarda enfin, les yeux rouges. « Je n'ai pas le droit d'abuser de votre bonté, Raphaël. Vous en avez déjà trop fait. » Raphaël prit son bras avec précaution, ferme mais gentil. « J'ai dit que vous pouviez revenir si votre cousine ne vous recevait pas. Je ne reviens pas sur ma parole. On y va. » Il l'aida à monter dans la carriole à nouveau, fit demi-tour, prit les rênes et ramena le cheval vers la route. Hélène pleurait en silence, les larmes coulant sans bruit. Raphaël ne dit rien. Il la laissa pleurer. Parfois c'était ce dont une personne avait besoin. Pas de mots, mais un silence respectueux et une présence solidaire. Quand ils arrivèrent de retour à la ferme, midi était déjà passé. Raphaël aida Hélène à descendre, l'emmena à l'intérieur. « Asseyez-vous au salon. Je vais faire quelque chose à manger pour nous. » Hélène obéit sans parler, encore absorbée par la tristesse. Raphaël prépara un déjeuner simple, le lui apporta, insista pour qu'elle mange. Ensuite il fit la vaisselle et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Hélène parla enfin, la voix rauque. « Pardon, Raphaël. Pardon d'avoir envahi votre vie, d'avoir chamboulé votre paix. » Raphaël secoua la tête. « Vous n'avez rien chamboulé. Ça a même fait du bien d'avoir quelqu'un ici. » La maison devenait un tombeau. Hélène eut un sourire triste. « Je ne vais pas abuser de votre hospitalité.
Je resterai juste le temps de trouver un autre endroit. J'aiderai en tout ce que je peux. Cuisiner, nettoyer, je gagnerai mon séjour. » Raphaël la regarda, ce beau visage marqué par les larmes séchées. Ce ventre où grandissait une vie qui n'était coupable de rien. Ses mains qui s'entrelaçaient nerveusement sur ses genoux. Et il prit une décision. « Restez jusqu'à la naissance du bébé, » dit-il. « Après, on verra. Mais je ne veux pas que vous restiez en vous sentant comme une domestique. Ce n'est pas ça. C'est juste de l'aide. C'est de l'humanité. » Dans les jours qui suivirent, une routine étrange s'installa. Hélène se levait tôt, préparait le café, s'occupait de la maison avec un zèle que Raphaël n'avait pas vu depuis des années. Il travaillait à la ferme, mais revenait pour des déjeuners qu'il trouvait prêts, pour une maison qui sentait le propre et le soin. Ils discutaient pendant les repas. De petites conversations au début sur le temps, sur les animaux de la ferme, sur les petites choses du quotidien. Mais peu à peu, les conversations devinrent plus profondes. Hélène parlait de son enfance, des parents qu'elle avait perdus, des rêves qu'elle avait eus d'être institutrice. Raphaël parlait de la ferme, de comment il l'avait hérité de son père, de combien Isabelle aimait cet endroit. Il parlait de perte, de peur, de regret, et à chaque conversation, quelque chose entre eux s'approfondissait. Raphaël commença à remarquer de petites choses, la façon dont Hélène fredonnait quand elle cuisinait, la façon dont elle remettait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle était concentrée, le sourire qui apparaissait quand il racontait quelque chose de drôle, rare, mais authentique. Et il percevait aussi qu'elle l'observait. Quand il réparait quelque chose, ses yeux le suivaient. Quand il parlait, elle prêtait vraiment attention, pas juste par politesse. Un jour, Raphaël réparait la clôture du pâturage quand Hélène apparut avec un verre d'eau fraîche. « Je vous ai apporté ça. J'ai pensé que vous aviez soif. » Raphaël prit le verre, but tout d'un trait, l'eau descendant glacée dans sa gorge. « Merci. Il ne fallait pas venir jusqu'ici. » Hélène haussa les épaules. « J'ai voulu venir. Je m'ennuyais à la maison. » Elle resta là, à le regarder travailler. Raphaël devint conscient de chaque mouvement, de chaque coup de marteau raté, parce qu'il était nerveux de sa présence. « Vous réparez des clôtures tous les jours ?» demanda Hélène. Raphaël sourit légèrement. « Non, mais il y a toujours quelque chose à réparer dans une ferme. Le travail ne finit jamais. » Hélène acquiesça. « C'est bien d'avoir toujours quelque chose à faire. Ça garde la tête occupée. » Raphaël s'arrêta, la regarda. « C'est pour ça que vous nettoyez tant la maison, pour garder la tête occupée ?» Hélène croisa son regard, et pendant un instant, il y eut quelque chose là, une connexion, une compréhension mutuelle. « C'est ça, » admit-elle. « Et parce que je veux rendre l'appareil, et parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de maison à entretenir, ça me fait me sentir utile. » Raphaël posa le marteau, essuya ses mains sur un chiffon. « Vous êtes utile, Hélène. Et plus que ça, vous êtes une bonne compagnie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté avec quelqu'un pour de vrai. » Hélène rougit légèrement. « Ça faisait longtemps que quelqu'un n'écoutait pas ce que j'avais à dire. Mon mari n'écoutait jamais. Il parlait seulement, il commandait seulement. Vous êtes différents. Il y eut un moment là, avec le soleil de janvier tapant fort, les cigales chantant dans l'herbe, le vent balançant les blés, où les deux restèrent simplement à se regarder. Raphaël vit sur le visage d'Hélène quelque chose qui l'effraya et l'attira en même temps. Il vit du désir, pas sexuel, pas encore, mais le désir de connexion, de proximité, de signifier quelque chose pour quelqu'un. Et il savait qu'elle voyait la même chose dans ses yeux. Il fit un pas en arrière, brisant le moment. « Je dois finir ça. Je rentre à la maison tout à l'heure. » Hélène acquiesça, comprenant le retrait. « D'accord, je vais faire le déjeuner. » Et elle s'éloigna, marchant doucement vers la maison, la main sur son ventre. Raphaël la regarda s'éloigner, le cœur battant plus vite qu'il ne le devait. Qu'est-ce qui lui arrivait? Était-ce juste de la gratitude d'avoir de la compagnie? Était-ce juste la solitude de 4 ans qui se remplissait, ou était-ce quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas le droit de ressentir pour une femme enceinte, mariée, vulnérable, qui dépendait de lui?
Mais il ne pouvait nier que quelque chose changeait. Les murs qu'il avait construits s'effondraient pierre par pierre, à chaque conversation, à chaque regard, à chaque petit geste de soin qu'ils échangeaient. Ce soir-là, après le dîner, ils s'assirent près de la cheminée comme c'était devenu l'habitude. Hélène pointa le livre qu'il tenait. « Que lisez-vous » Raphaël montra la couverture. Un vieux roman d'aventure. Jules Verne. Mon père aimait beaucoup. Hélène sourit. Mon père aussi me lisait des histoires. Il disait que les livres étaient des voyages qu'on pouvait faire sans bouger les pieds. Raphaël sentit sa poitrine se serrer. J'aime cette idée. Isabelle adorait lire. Elle restait toujours ici, dans ce fauteuil à lire. Hélène tourna la tête vers lui. Elle avait bon goût. C'est le meilleur endroit de la maison. On sent bien la chaleur du feu. Raphaël acquiesça. C'était sa place préférée. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration. Et c'est devenu ma place préférée aussi, à cause d'elle. Hélène resta silencieuse un moment. Puis elle dit, d'une voix douce, « Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que vous n'êtes plus seul ici. Même si c'est juste pour un temps. » Raphaël regarda Hélène, la lueur du feu illuminant son visage. « Vous croyez vraiment ?» Hélène acquiesça. « Je crois. Personne qui aime vraiment ne veut que la personne aimée souffre pour toujours. » Et à ce moment-là, devant cet âtre, Raphaël sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 4 ans. Il sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de la place pour la vie dans son cœur. Que peut-être s'occuper d'Hélène n'était pas seulement de la charité, que peut-être cette rencontre n'était pas accidentelle, mais au fond de son esprit, une voix l'avertissait. Attention, elle est mariée, elle est enceinte, elle va partir. Ne laisse pas ton cœur s'impliquer, parce que perdre à nouveau serait insupportable. Il ne savait pas encore que parfois le cœur ne demande pas la permission. Il sent, simplement. Et c'était déjà trop tard pour faire marche arrière. Le lendemain matin, 3 semaines après l'arrivée d'Hélène, la paix fragile qu'ils avaient construite fut brisée. Raphaël était à l'écurie quand il entendit le bruit de chevaux. Il regarda vers la route et vit 3 hommes approcher. Ils montaient de bons chevaux, chers. L'homme devant était grand, en costume sombre malgré l'heure, chapeau de feutre, moustache bien taillée. Il avait la posture de celui qui a l'habitude d'être obéi. Ils s'arrêtèrent devant la maison. Raphaël lâcha ce qu'il faisait et alla à leur rencontre, l'instinct l'avertissant déjà que ce n'était pas une visite amicale. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, la voix neutre. L'homme en costume descendit de cheval, regarda Raphaël de haut en bas avec un dédain évident. « Je suis Armand Lefebvre, je cherche ma femme. On m'a dit qu'elle est ici. » L'estomac de Raphaël se noua. « Armand, le mari, elle y est, » dit Raphaël sans détourner le regard. « Mais je ne sais pas si elle veut vous voir. » Armand sourit, mais il n'y avait pas de chaleur dans ce sourire. « Peu m'importe si elle veut, c'est ma femme, je vais la ramener. » Hélène apparut à la porte de la maison, son visage perdant toute couleur en voyant Armand. « Armand, qu'est-ce que tu fais là ?» Armand se tourna vers elle, la voix froide. « Je suis venu te chercher, tu rentres à la maison. Il est plus que temps que cette honte cesse. » Hélène descendit les marches du porche, la main protectrice sur son ventre. « Je ne rentre pas. Tu m'as chassé. Tu as dit que j'étais une menteuse, que le bébé n'était pas de toi. Pourquoi tu veux que je rentre maintenant ?» Armand fit 2 pas vers elle, mais Raphaël se positionna entre les deux, bloquant le passage. « Vous avez entendu la dame. Elle ne veut pas rentrer. Je suggère que vous partiez. » Armand regarda Raphaël avec haine. « Qui êtes-vous pour vous mettre entre un mari et sa femme? Elle est à moi. Et ce bébé qu'elle porte, peu importe de qui il est, naîtra dans ma maison. Je ne serai pas la risée de la ville. » Raphaël comprit alors. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas du repentir, c'était de l'orgueil, c'était la réputation. Armand ne voulait pas qu'Hélène revienne parce qu'elle lui manquait. Il la voulait parce que ça faisait mauvais genre pour sa société d'avoir chassé sa femme enceinte. « Elle n'est pas à vous, » dit Raphaël, la voix basse, mais ferme. « Elle est sous ma protection,
et elle ne sortira pas d'ici si elle ne le veut pas. Armand rit, un son désagréable. Votre protection, et qu'êtes-vous exactement pour elle? Mari, amant, ou juste l'homme qui profite d'une femme vulnérable? Raphaël sentit la colère monter mais se contrôla. Je suis quelqu'un qui aide, chose que vous ne savez clairement pas faire. Armand devint rouge. Vous me traitez de quoi? La tension était sur le point d'exploser quand Hélène cria « Ça suffit !» Les deux hommes la regardèrent. « Armand, dit-elle, la voix ferme malgré la peur visible, je ne rentrerai pas. Tu m'as humilié, tu m'as chassé, tu m'as traité comme une moins que rien. Et maintenant tu veux que je rentre pour sauver ta réputation? Non. Le bébé est de toi. Il l'a toujours été. Mais tu ne seras jamais son père. Je préfère élever mon enfant seul que de le laisser grandir près de toi. » Armand resta figé, la mâchoire serrée. « Tu vas le regretter, Hélène. Tu verras comme c'est difficile de survivre seule, enceinte, sans argent, sans nom. Et quand tu viendras ramper pour revenir, je ne te recevrai pas. » Hélène leva le menton. « Je ne ramperai pas. Plus jamais. Maintenant, sors de ma vue. » Armand regarda Raphaël une fois de plus, les yeux pleins de menaces. « Ce n'est pas fini, dit-il. » Il monta à cheval, fit signe aux deux autres hommes, et ils partirent au galop, soulevant la poussière. Quand ils disparurent de la vue, Hélène s'effondra. Ses jambes flanchèrent, et Raphaël la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il la tint dans ses bras, sentit son corps trembler, entendit les sanglots étouffés contre sa poitrine. « Ça va, » murmura-t-il, la main caressant ses cheveux. « Il est parti. Il ne t'emmènera pas. » Mais Raphaël savait que ce n'était pas fini. Il connaissait les hommes comme Armand, des hommes à l'orgueil blessé, et ceux-là étaient les plus dangereux. Les jours qui suivirent la visite d'Armand furent tendus. Raphaël passait plus de temps près de la maison, toujours attentif au moindre mouvement sur la route, au moindre bruit de chevaux approchant. Hélène devint plus silencieuse, plus renfermée, comme si la présence de son mari avait rouvert des blessures qui commençaient à cicatriser. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui planait dans l'air entre elle et Raphaël, non dit, mais présent dans chaque regard, dans chaque silence partagé. Un matin, Raphaël réparait le toit du poulailler quand il entendit Hélène appeler son nom depuis l'intérieur de la maison. La voix avait de l'urgence. Il descendit de l'échelle rapidement, le cœur battant de peur que quelque chose n'aille pas. Hélène était dans la cuisine, tenant une lettre, le visage pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elle tendit la lettre d'une main tremblante. « C'est arrivé par le courrier à l'instant. Le facteur vient de passer. » Raphaël prit la lettre, reconnut le papier coûteux, le sceau de cire rouge. Il l'ouvrit et lut. C'était d'un avocat de Lyon, représentant Armand Lefebvre. La lettre était courte et directe. Elle exigeait qu'Hélène comparaisse devant le juge du canton dans les 15 jours pour répondre d'abandon du domicile conjugal et de mauvaise conduite. Elle disait que si elle ne comparaissait pas, un mandat de recherche et d'arrestation serait émis et elle serait emmenée de force. Elle disait aussi que toute personne l'hébergeant pourrait répondre de complicité d'adultère. Raphaël lut 2 fois, la colère grandissant à chaque mot. « C'est une menace vide, » dit-il en essayant de croire à ses propres paroles. « Il ne peut pas faire ça. Vous n'avez rien abandonné, vous avez été chassé. » Hélène secoua la tête, les larmes commençant à couler. « Armand connaît des gens importants, Raphaël. Il connaît le juge. Il peut faire ce qu'il veut. Et il va utiliser ça pour m'humilier publiquement, pour me forcer à revenir. Ou pire, pour m'enlever mon bébé en disant que je suis une mère indigne. » Raphaël sentit son sang bouillir. « Personne ne vous enlèvera votre bébé. Personne ne vous emmènera contre votre volonté. Je ne le permettrai pas. » Hélène le regarda, les yeux désespérés. « Mais comment ? Comment va-t-on lutter contre un homme avec de l'argent, de l'influence, avec la loi de son côté ?» Raphaël resta silencieux car il n'avait pas de réponse. Elle avait raison. Sur le papier, aux yeux de la société de 1928, une épouse qui quittait son mari n'avait pas beaucoup de droits. Peu importait la raison.
peu importait qu'elle ait été chassée. La loi favorisait les hommes, surtout les hommes riches. Mais on trouvera un moyen, dit finalement Raphaël, prenant ses mains entre les siennes. C'était un geste instinctif, intime, qui surprit les deux. Mais aucun des deux ne s'éloigna. « Je ne laisserai rien de mauvais vous arriver, je le promets. » Hélène serra ses mains comme si elles étaient une planche de salut dans une mer déchaînée. « Pourquoi faites-vous ça pour moi, Raphaël? Pourquoi vous en souciez tant ?» Il regarda dans ses yeux marrons, si proches maintenant qu'il pouvait voir les petites taches dorées dans l'iris, les larmes qui faisaient briller ses yeux. « Parce que vous méritez d'être protégé, » dit-il d'une voix rauque. Parce que personne ne devrait traverser ce que vous traversez, et parce que... Il s'arrêta, avala sa salive, luttant contre les mots qui voulèrent sortir. Parce que je tiens à vous, plus que je ne devrais, plus qu'il n'est censé, mais je tiens à vous. Le monde sembla s'arrêter à ce moment-là. Hélène laissa échapper un soupir tremblant, ses yeux cherchant les siens, cherchant la confirmation de ce qu'elle pensait avoir entendu. « Raphaël, murmura-t-elle, moi aussi. Depuis que je suis arrivée ici, depuis que vous m'avez accueilli, je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Quelque chose qui m'effraie, mais en même temps me donne envie de rester. » Raphaël lâcha ses mains, fit un pas en arrière. Cela allait trop vite, c'était trop dangereux. Vous êtes enceinte, vous êtes vulnérable, je ne peux pas profiter de ça. Ce ne serait pas correct. Hélène secoua la tête avec véhémence. Vous ne profitez de rien, Raphaël. Je sais ce que je ressens. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tout est confus. Mais je sais que quand je suis près de vous, je me sens en sécurité. Je me sens vu. Je me sens comme si je comptais pour quelqu'un. Et ça faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Raphaël resta sans voix. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé de cette façon. Que personne ne le voyait comme un homme. Pas seulement comme un veuf triste ou un fermier solitaire. Et il voulait dire qu'il ressentait la même chose. Il voulait dire qu'il se réveillait en pensant à elle, qu'il inventait des excuses pour rentrer plus tôt à la maison, que son rire était le plus beau son qu'il avait entendu depuis des années. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, bloqués par la peur, la culpabilité, l'incertitude. « Allons-y doucement, » dit-il finalement. « Vous êtes encore mariés. Vous attendez encore l'enfant d'un autre homme. Nous devons régler cette situation avec Armand d'abord. Après on verra ce que c'est. Si c'est réel ou si c'est juste deux solitaires qui s'accrochent l'un à l'autre. » Hélène acquiesça, déçue mais compréhensive. « D'accord, doucement. Mais Raphaël, une chose je sais, ce que je ressens est réel. Ce n'est pas du désespoir, ce n'est pas de la gratitude, c'est réel. » Elle sortit de la cuisine, monta dans sa chambre, laissant Raphaël là, seul avec la lettre de l'avocat à la main, et le cœur battant la chamade. Il savait qu'elle avait raison. Ce qu'il ressentait était réel aussi. Mais cela ne faisait que rendre tout plus compliqué, plus dangereux, plus douloureux, si cela tournait mal. La nouvelle qu'il y avait une femme enceinte vivant à la ferme de Raphaël Delacroix se répandit dans la région comme une traînée de poudre. Les petites communautés rurales n'avaient pas de secret. Le facteur l'avait vu, l'épicier du village avait entendu dire, et bientôt tout le monde savait, et tout le monde avait une opinion. Madame Eulalie fut la première à apparaître à la ferme, 3 jours après la lettre de l'avocat. Raphaël était au pâturage quand il la vit arriver, et il prépara déjà ses défenses. La voisine descendit de sa carriole, ajusta ses jupes et alla droit au but. « Raphaël, c'est vrai qu'il y a une femme qui vit ici avec toi. » Raphaël redressa les épaules. « C'est vrai, elle avait besoin d'aide. » Madame Eulalie croisa les bras. « Et c'est vrai qu'elle est mariée, enceinte ?» Raphaël ne détourna pas le regard. « Oui, mais son mari l'a mise à la porte. Elle n'avait nulle part où aller. Je lui ai juste donné un abri. » Madame Eulalie resta silencieuse un moment, le visage fermé. Puis, à la surprise de Raphaël, elle soupira et son expression s'adoucit. « Je sais, dit-elle, j'ai déjà entendu l'histoire. Armand Lefebvre est connu là-bas à Lyon,
Tout le monde sait que c'est un homme difficile, et j'ai aussi entendu dire qu'il raconte partout que tu es en train de voler sa femme. Raphaël sentit la colère revenir. Je n'ai volé personne. Elle est arrivée ici, sous la pluie, seule, désespérée. Qu'est-ce que j'allais faire? Lui fermer la porte au nez? Madame Eulalie leva la main. Je ne t'accuse pas, Raphaël, je te préviens. Les gens parlent. Et certains trouvent de beau ce que tu fais, mais d'autres pensent que c'est un scandale, qu'une femme mariée ne devrait pas vivre seule avec un autre homme, que tu souilles le nom de la défunte Isabelle. Cela fit plus mal que Raphaël ne l'attendait. Isabelle ne penserait pas ça, dit-il d'une voix contrôlée. Elle avait bon cœur. Elle comprendrait. Madame Eulalie acquiesça. Je le pense aussi. C'est pour ça que je suis venu ici. Pas pour te juger, mais pour te soutenir. Si tu as besoin de quelque chose, de quelqu'un pour témoigner en faveur de la dame, pour aider quand le bébé naîtra, tu peux compter sur moi. Et tu peux lui dire qu'elle n'est pas seule. Raphaël ressentit une profonde gratitude. Merci, Madame Eulalie. Ça signifie beaucoup. La femme remonta dans sa carriole. Prends juste soin d'elle, Raphaël. Et prends soin de toi aussi. Le cœur est une terre fertile. Parfois il y pousse de bonnes choses, même après beaucoup de sécheresse. N'aie pas peur d'arroser. Elle partit en laissant Raphaël avec ces mots résonnant dans sa tête. N'aie pas peur d'arroser. Mais comment ne pas avoir peur quand la peur était la seule chose qu'il connaissait depuis des années? Ce soir-là, Raphaël et Hélène dînèrent en silence. L'atmosphère était lourde, chargée de tout ce qui avait été dit le matin et de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Après le repas, ils allèrent s'asseoir près du feu, comme toujours. La nuit était chaude, humide, annonçant l'orage. Hélène fut celle qui rompit le silence. « Raphaël, si je vous cause des problèmes avec les voisins, avec votre réputation, je peux partir. Je ne veux pas que vous subissiez des conséquences pour m'avoir aidé. » Raphaël tourna la tête si vite que le fauteuil craqua. « Non, vous n'allez nulle part. Je me fiche de ce que les gens disent. Et quant à ma réputation, elle était déjà enterrée il y a 4 ans avec mon envie de vivre. Jusqu'à ce que vous apparaissiez. » Hélène le regarda, surprise par sa franchise. « Vous êtes sérieux ?» Raphaël acquiesça lentement. « Oui, vous m'avez fait me souvenir que je suis encore vivant, que je peux encore ressentir autre chose que de la douleur. Je ne sais pas encore quoi faire de ça, mais je sais que je ne veux pas que vous partiez. » Hélène sourit, ce sourire timide qui illuminait son visage entier. « Je ne veux pas partir non plus. Je veux rester ici, avec vous, le temps que vous me laisserez. » Ils restèrent à se regarder, la tension entre eux presque palpable. Raphaël ressentit une énorme envie de se lever, d'aller vers elle, de lui prendre la main, peut-être même de l'embrasser. Mais il ne le fit pas. C'était encore tôt. Il y avait encore beaucoup à régler. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'espoir que peut-être dans le futur, il pourrait y avoir quelque chose de beau. Mais la paix fut de courte durée. Une semaine plus tard, Armand revint. Cette fois pas seul. Il amena le brigadier du canton, 2 huissiers et un papier avec un cachet officiel. Raphaël était dans la maison quand ils entendirent les chevaux. Hélène se figea, son visage perdant toute couleur. « C'est lui !» murmura-t-elle. « Je sais que c'est lui !» Raphaël alla jusqu'à la porte, sortit sous le porche. Armand descendit de cheval, avec une expression triomphante. Le brigadier, un homme d'une 50aine d'années, ventru et à l'air ennuyé, descendit aussi. « Monsieur Raphaël Delacroix ?» demanda-t-il d'une voix formelle. « C'est moi », répondit Raphaël. « Que voulez-vous » Le brigadier déplia un papier. « J'ai ici un mandat. Madame Hélène Lefebvre est recherchée pour abandon du domicile conjugal. Elle doit venir avec nous. » Raphaël se positionna devant la porte. Elle n'a rien abandonné du tout. Elle a été chassée. Armand fit un pas en avant. « C'est un mensonge. Elle est partie parce qu'elle le voulait. Et maintenant elle vit en adultère avec vous. Le juge a déjà décrété qu'elle devait retourner sous ma garde. » Raphaël sentit la colère exploser. « Sa garde ? Ce n'est ni une enfant, ni une criminelle. C'est une femme adulte qui a le droit de choisir où rester. »
Le brigadier soupira. « Écoutez, monsieur Delacroix, je ne fais pas les lois, je les applique. Monsieur Lefebvre, ici présent, a un document du juge. L'épouse doit rentrer. Si vous l'en empêchez, vous répondrez d'outrage. » Raphaël ne bougea pas de devant la porte. « Alors arrêtez-moi, parce qu'elle ne sortira pas d'ici si elle ne le veut pas. Si vous êtes ému par cette histoire, commentez ci-dessous. Laissez un cœur, dites ce que vous en pensez, et activez les notifications pour ne pas manquer la fin. » La tension était à son comble quand Hélène apparut derrière Raphaël. Sa voix sortit ferme, plus ferme que Raphaël ne l'espérait. « Je n'irai pas. Armand, tu m'as chassé devant témoins. Tu m'as traité de traînée, tu as dit que le bébé n'était pas de toi. Tu m'as mise à la rue au milieu de la nuit. Maintenant, tu veux que je rentre? Pourquoi? Pour m'humilier davantage ?» Armand serra les dents. « Parce que tu es ma femme, parce que ce théâtre a assez duré. Tu vas rentrer, tu vas avoir ce bébé chez moi, et on va oublier que c'est arrivé. » Hélène secoua la tête. « Non, plus jamais. Je préfère affronter n'importe quel juge, n'importe quelle loi, que de retourner vers toi. Le bébé est de toi, il l'a toujours été, mais tu as perdu le droit d'être père quand tu m'as chassé. Je ne rentre pas. » Le brigadier regarda de l'un à l'autre, clairement mal à l'aise. « Madame, si vous ne venez pas de votre plein gré, je vais devoir vous emmener de force. C'est l'ordre du juge. » Hélène leva le menton. « Alors emmenez-moi. Mais sachez que vous emmènerez une femme contre sa volonté. Vous serez complice d'un homme qui veut contrôler sa femme par orgueil, pas par amour. » C'est alors que Madame Eulalie apparut. Personne ne l'avait vue arriver, mais soudain, elle était là, dans sa carriole, avec son mari Théodore juste derrière et 3 autres voisins. « Brigadier Morel » appela-t-elle d'une voix forte, « vous ne devriez pas avoir honte de faire ça, emmener une femme enceinte de force ?» Le brigadier se tourna vers elle, surpris. « Madame Eulalie, ça ne vous regarde pas. C'est une affaire de loi. » Madame Eulalie descendit de la carriole avec une agilité impressionnante pour son âge. Ça regarde n'importe quelle personne décente. « Je connais cette dame, » dit-elle en montrant Hélène. « Elle est arrivée ici blessée, abandonnée, sans rien. Raphaël lui a donné un abri parce que c'est un homme de bien. Et maintenant cet Armand Lefebvre veut la ramener? Pourquoi? Pour la battre? Pour l'humilier? Nous ne le permettrons pas. » Théodore et les autres hommes se positionnèrent aux côtés de Raphaël, formant une barrière. Armand devint rouge de colère. « Vous faites obstruction à la justice. Le brigadier va tous vous arrêter. » Le brigadier regarda autour de lui, voyant que la situation échappait à tout contrôle. « Monsieur Lefebvre, je pense qu'il vaut mieux repenser à ça. Je ne veux pas créer de troubles. » Armand se tourna vers lui, furieux. « Je paie vos salaires. Vous travaillez pour moi. Faites votre travail. » C'était une erreur. Le brigadier se raidit. « Je travaille pour la loi, pas pour vous, monsieur, et la loi ne m'oblige pas à causer de la violence. Si la dame ne veut pas venir de son plein gré, je vais devoir rapporter au juge qu'il y a eu résistance et attendre de nouvelles instructions. » Armand était sur le point d'exploser quand Raphaël fit un pas en avant. « Armand, écoute-moi. Hélène ne t'aime pas. Elle ne veut pas de toi. Toi-même tu as dit que le bébé n'était pas de toi, qu'elle était une menteuse. Pourquoi maintenant tu veux la forcer à rentrer? C'est juste de l'orgueil, c'est juste la peur du qu'en dira-t-on. Mais ce n'est pas une vie, pas pour toi, et encore moins pour elle. Laisse-la partir, laisse-la recommencer. » Armand regarda Raphaël avec une haine pure. « Tu la veux pour toi, admets-le. Tu es en train de voler ma femme. » Raphaël garda une voix calme. « Si elle était vraiment ta femme, tu ne l'aurais pas chassée. Et si un jour elle veut être avec moi, ce sera parce qu'elle l'aura choisi, pas parce que je l'ai volée. Hélène choisit, et elle a choisi de ne pas rentrer. » Il y eut un long silence. Le brigadier remonta à cheval. « Monsieur Lefebvre, on s'en va. Je vais rapporter au juge que la dame a refusé de suivre et qu'il y avait une résistance communautaire. Il décidera des prochaines étapes. » Armand resta là, figé, vaincu pour la première fois de sa vie. Il regarda Hélène avec un mélange de colère et de quelque chose qui pourrait être de la rancœur. « Tu vas le regretter, Hélène.
Quand cet homme t'abandonnera aussi, quand il réalisera qu'élever l'enfant d'un autre n'est pas facile, tu verras que j'avais raison. » Hélène prit la main de Raphaël, un geste qui ne passa inaperçu pour personne. « Je ne regretterai pas. Pour la première fois de ma vie, je fais ce que je veux. Et si ça tourne mal, au moins ce sera mon choix. » Armand monta à cheval, partit au galop furieux avec les huissiers courant derrière. Le brigadier fit un signe de tête à Raphaël avec un respect discret et partit aussi. Quand il ne resta que les voisins, Madame Eulalie étreignit Hélène. « Tu as été très courageuse, ma fille, et tu peux compter sur nous. » Théodore approuva. « Raphaël est un homme de bien, et toi aussi tu sembles être une femme de bien. Ces Lefebvre de Lyon ont toujours été des gens arrogants. Tu as bien fait de ne pas rentrer. » Après le départ des voisins, Raphaël et Hélène restèrent seuls sur le porche. L'adrénaline courait encore haut, les cœurs battant la chamade. Hélène commença à trembler, tout le courage se dissolvant maintenant que le danger était passé. Raphaël la tira dans ses bras, la tint fermement, sentant son corps secoué de sanglots. « C'est passé, murmura-t-il. Tu as été si forte, si courageuse. Je suis fier. » Hélène s'écarta un peu, juste assez pour le regarder dans les yeux. « Vous étiez prêt à être arrêté pour moi. » Raphaël essuya une larme de son visage avec son pouce. « J'aurais fait n'importe quoi pour te protéger. N'importe quoi. » Hélène prit une profonde inspiration et fit alors quelque chose qu'elle désirait depuis des semaines. Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, chargé d'émotion, de peur et d'espoir. Raphaël se figea une seconde, surpris, mais répondit ensuite, ses bras enveloppant Hélène avec précaution à cause de son ventre, approfondissant le baiser avec une tendresse qui faisait mal tant elle était intense. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle, les yeux brillants. « Pardon, » murmura Hélène. « Je sais que vous avez dit d'y aller doucement, mais j'avais besoin. J'avais besoin de vous remercier. J'avais besoin que vous sachiez. » Raphaël colla son front au sien. « Ne demande pas pardon. J'en avais besoin aussi. Depuis si longtemps, j'en avais besoin. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que la nuit tombait autour d'eux, et pour la première fois, aucun des deux ne se sentait seul. Les semaines suivantes furent les plus heureuses que Raphaël ait eues depuis des années. Hélène et lui ne se pressaient pas, ne mettaient pas d'étiquette sur ce qu'ils avaient. Mais il y avait une affection grandissante, une intimité émotionnelle, de petits gestes qui disaient plus que des mots, les mains qui se frôlaient en passant le pain, les sourires partagés pour des petites choses, les conversations qui duraient tard dans la nuit, les baisers volés dans la cuisine quand ils pensaient que personne ne voyait, bien qu'il n'y eût personne d'autre qu'eux-mêmes pour voir. Raphaël recommença à sourire. Hélène s'épanouissait, le ventre grossissant, le bébé bougeant de plus en plus. Elle laissait Raphaël sentir les coups, posait sa main sur son ventre et riait quand le bébé répondait au toucher. « C'est un garçon ou une fille ?» demandait Raphaël. Hélène haussait les épaules. « Je ne sais pas, mais peu importe. Je veux juste qu'il soit en bonne santé et qu'il naisse dans un endroit sûr, avec des gens qu'il aime. Il ou elle. » Mais le bonheur fut interrompu par un après-midi de mars. Hélène était enceinte de presque 8 mois et demi. Elle aidait Raphaël à préparer le potager pour le printemps quand elle sentit la première contraction. Ce n'était pas fort, juste un serrement, une crampe différente. Elle s'arrêta, la main allant vers son ventre. Raphaël le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je crois que c'était une contraction, mais c'est trop tôt. Il reste encore 2 semaines. » Raphaël lâcha ses outils, alla vers elle. « Rentrons. Tu dois t'allonger. » Hélène acquiesça, mais en faisant 2 pas, elle sentit quelque chose de chaud couler le long de ses jambes. Elle regarda en bas et vit l'eau. La poche des os s'était rompue. « Raphaël, » murmura-t-elle, la panique montant. « Je crois que le bébé arrive. Maintenant. » La panique que Raphaël ressentit fut instantanée et dévastatrice. Accouchement, Isabelle, sang, mort.
tout revint d'un coup, le paralysant. Mais alors il regarda Hélène, la peur dans ses yeux, sa main serrant son ventre, et quelque chose en lui se rompit. Pas cette fois, pas cette fois-ci. Cette fois, il allait être présent. Il allait aider. Il allait faire différemment. « Allons dans la chambre », dit-il en forçant sa voix à sortir ferme. « Je vais chercher Madame Eulalie. Elle a dit qu'elle pourrait t'aider quand le moment viendrait. » Il emmena Hélène à l'intérieur, l'aida à s'allonger sur le lit, mit des serviettes propres sous elle. « Reste ici, respire profondément, je reviens vite. » Il galopa jusqu'à la maison des voisins, comme il n'avait jamais galopé. Madame Eulalie était dans la cour à nourrir les poules. « Madame Eulalie, le bébé arrive. Maintenant, j'ai besoin de vous. » La femme lâcha tout immédiatement. « Théodore, cria-t-elle à son mari, va chercher Madame Germaine, la sage-femme. Dis que c'est urgent. » Elle monta en croupe sur le cheval de Raphaël et ils revinrent en courant. Quand ils arrivèrent, Hélène avait des contractions toutes les 5 minutes, le visage pâle de douleur et de peur. Madame Eulalie prit les commandes. « Raphaël, fais bouillir de l'eau, beaucoup d'eau. Apporte des serviettes propres, des draps. On a besoin de ciseaux propres, de fils pour attacher le cordon. Vite !» Raphaël obéit, les mains tremblantes pendant qu'il préparait tout. La sage-femme arriva une demi-heure plus tard, une femme d'une 60aine d'années, expérimentée, tranquille. Elle examina Hélène, acquiesça. C'est bien engagé, le bébé est en bonne position, mais ça va prendre encore quelques heures. Le premier enfant prend toujours du temps. Raphaël resta dans la chambre, tenant la main d'Hélène pendant les contractions. Elle serrait avec une force qui laissait des marques, mais il ne se plaignait pas. Il murmurait seulement des mots d'encouragement. « Tu peux le faire, tu es forte, je suis là, je ne partirai pas. » Les heures passèrent lentement, chacune semblant durer des jours. Hélène criait de douleur, pleurait, suppliait que ça finisse. Raphaël essuyait la sueur de son visage, offrait de l'eau, la soutenait quand elle avait besoin de se lever et de marcher pour aider le travail. Il voyait la souffrance et sentait son cœur se briser. Mais il resta. Il ne sortit pas. Il ne s'enfuit pas comme une partie de lui le voulait. La nuit tomba. Les contractions devinrent plus fortes, plus rapprochées. La sage-femme dit qu'il était temps de pousser. Hélène était épuisée, sans force. « Je ne peux pas », pleurait-elle. « Je n'ai plus de force. » Raphaël prit son visage, la força à le regarder dans les yeux. « Tu peux le faire », dit-il fermement. « Regarde-moi. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as affronté ton mari. Tu as recommencé à zéro. Tu vas réussir à avoir ce bébé, et je vais être là à tes côtés à chaque seconde. Tu n'es pas seule. » Hélène acquiesça, rassemblant des forces qu'elle ignorait avoir. Elle poussa de toutes ses forces, cria jusqu'à ce que sa gorge devienne rauque. Raphaël tenait une main, Madame Eulalie l'autre, la sage-femme commandait. « Encore une. Allez. C'est presque là. Je vois déjà la tête. » Et alors, dans un dernier effort surhumain, Hélène poussa et le bébé sortit. Le cri résonna dans la maison. Fort, sain, vivant. « C'est une fille, » annonça la sage-femme en souriant. « Une fille magnifique et parfaite. » Elle nettoya le bébé, coupa le cordon, l'enveloppa dans un linge propre et la mit dans les bras d'Hélène. Hélène regarda sa fille, les larmes coulant, mais maintenant de soulagement et d'amour. « Regarde, Raphaël, regarde-la, elle est parfaite. » Raphaël regarda le petit bébé, si petit, si fragile, les petits yeux fermés, les poings minuscules. Il sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Ce n'était pas la douleur qu'il avait ressentie avec Édouard, c'était différent. C'était de l'amour, oui, mais aussi du soulagement, de la gratitude, de l'espoir. « Elle est magnifique », murmura-t-il d'une voix étranglée, exactement comme sa mère. Hélène regarda Raphaël, les yeux brillants. « Sans toi, je n'aurais pas réussi. Tu m'as donné de la force, tu m'as donné de l'espoir, tu m'as donné une maison quand je n'en avais pas. Et tu m'as donné de l'amour quand je pensais que je ne serais plus jamais aimé. » Raphaël ne put retenir ses larmes. Il embrassa le front d'Hélène, puis le front du bébé. « C'est moi qui remercie. Vous deux m'avez ramené à la vie. » Dans les jours suivants,
Raphaël s'occupa d'Hélène et du bébé avec un dévouement qui surprit même Madame Eulalie. C'était lui qui préparait les repas, qui lavait les vêtements du bébé, qui se réveillait à l'aube quand elle pleurait pour qu'Hélène puisse se reposer. Il regardait cet enfant minuscule et sentait son cœur grandir. Ce n'était pas son enfant. Biologiquement, c'était la fille d'Armand. Mais l'amour n'était pas de la biologie. L'amour était un choix. Et Raphaël choisit d'aimer cet enfant comme si c'était la sienne. 1 mois après la naissance, Armand apparut à nouveau. Mais cette fois seul, sans brigadier, sans menace, il frappa à la porte civilement. Raphaël ouvrit, tendu. « Que voulez-vous maintenant ?» Armand regarda à l'intérieur de la maison, vers Hélène assise dans le salon avec le bébé dans les bras. « Je suis venu voir l'enfant, dit-il d'une voix fatiguée. C'est ma fille. J'ai le droit. » Hélène se leva, protectrice. « Tu nous as chassés. Tu as dit que le bébé n'était pas de toi. Et maintenant tu veux des droits ?» Armand entra doucement, s'arrêta à distance sûre. « Je sais. J'ai eu tort. J'avais tort. Le bébé est de moi. Il l'a toujours été. J'étais juste jaloux, paranoïaque, contrôlant. Et j'ai tout perdu à cause de ça. » Il regarda le bébé, quelque chose ressemblant à du remords sur le visage. « Comment s'appelle-t-elle » Hélène échangea un regard avec Raphaël avant de répondre. « Aurore. Le prénom signifie « nouveau commencement ». Armand acquiesça lentement. « C'est joli. » Il resta silencieux un moment. « Hélène, je ne suis pas venu te demander de revenir. Je sais que ça n'arrivera jamais, et ça ne le devrait pas. Tu mérites quelqu'un qui te valorise. Quelqu'un comme lui. » Il montra Raphaël. « Je suis venu dire que je ne vais plus me battre. Je ne vais plus menacer. Vous pouvez rester en paix. Et quand Aurore grandira, si elle veut me connaître, je serai disponible. Mais je ne forcerai rien. » Hélène fut surprise. « Et pourquoi ce changement ?» Armand eut un sourire triste. « Parce que passer ces mois seuls m'a fait réaliser que l'orgueil ne réchauffe personne. La réputation ne remplit pas une maison vide. Je t'ai perdu en étant un petit homme. Je ne vais pas perdre ma fille aussi. Alors, je vous laisse libre. Et je demande pardon. Pour tout. » Il partit sans attendre de réponse. Raphaël ferma la porte, revint vers Hélène. Elle regardait Aurore, pensive. « Tu crois qu'il était sérieux ?» Raphaël s'assit à côté d'elle. « Je crois. Je crois qu'il a enfin compris. Mais même s'il n'a pas compris, peu importe. On va la protéger, ensemble. » Hélène posa sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Ensemble. J'aime ce mot. » Raphaël se tourna vers elle, prit sa main. « Hélène, ces mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie depuis que j'ai perdu Isabelle. Tu m'as fait ressentir à nouveau, vivre à nouveau, avoir de l'espoir à nouveau, et je ne veux pas que ça finisse. Je ne veux pas que tu sentes que tu dois partir maintenant qu'Aurore est née. Je veux que tu restes, pour toujours, si tu veux. » Hélène sourit, ce sourire qui illuminait tout. « Je veux rester. Je veux construire une vie ici, avec toi. » Raphaël prit une profonde inspiration, rassembla son courage. « Alors épouse-moi. Quand tu seras prête, quand le divorce d'Armand sera prononcé, quand tu voudras, mais épouse-moi. Laisse-moi être le père d'Aurore. Laisse-nous être une famille. » Hélène l'embrassa longuement et profondément, le bébé dormant tranquille entre les deux. Oui, 1000 fois oui, le divorce prit 8 mois pour être finalisé. Armand ne contesta pas, il facilita le processus. Quand il fut enfin prononcé, Raphaël et Hélène se marièrent lors d'une cérémonie simple à la ferme, avec les voisins présents, Madame Eulalie comme marraine, et Aurore dans les bras de sa mère, âgée de presque 1 an, poussant de petits cris joyeux. La ferme redevint un foyer. Il y avait des rires d'enfants, il y avait des conversations animées au petit déjeuner, il y avait de la musique quand Hélène chantait en cuisinant. Raphaël agrandit les cultures, acheta plus de bétail, embaucha des aides. La vie fleurissait.
3 ans plus tard, par un après-midi doré de décembre, Raphaël revint des champs et trouva Hélène sur la terrasse, la main sur son ventre qui commençait à s'arrondir à nouveau, Aurore jouant à ses pieds avec une poupée de chiffon. Il monta les marches, embrassa sa femme, s'assit à côté. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il. Hélène sourit. Productive. Aurore a appris à compter jusqu'à 10 aujourd'hui. Et le bébé n'a pas arrêté de donner des coups. Je crois que ça va être un garçon gâté comme son père. Raphaël posa la main sur son ventre, sentit le coup fort et rit. Un garçon. J'ai toujours voulu un garçon. Hélène entrelaça ses doigts aux siens. Tu vas être un père merveilleux, de nouveau. Parce que tu es déjà le père d'Aurore. Raphaël regarda la petite qui jouait, cheveux sombres comme ceux de sa mère, sourire contagieux. Elle était sa fille de cœur, et cela suffisait. « Je suis l'homme le plus chanceux du monde, » dit-il. « Je t'ai toi, j'ai Aurore. Je vais avoir celui-ci, j'ai une famille à nouveau. » Hélène posa sa tête sur son épaule. Qui l'aurait dit, hein? Que de cette nuit de tempête, de tout ce désespoir, naîtrait tout ça. Raphaël embrassa le sommet de sa tête. Parfois, Dieu place les bonnes personnes au bon moment. Tu es apparu quand j'en avais le plus besoin. Tu as sauvé ma vie sans le savoir. Hélène leva le visage, le regarda dans les yeux. Et tu as sauvé la mienne. Tu m'as donné une maison quand je n'en avais pas. Tu m'as donné de l'amour quand je pensais que je ne le méritais pas. Tu m'as donné une famille. Aurore lâcha sa poupée, monta sur les genoux de Raphaël. « Papa !» appela-t-elle de sa petite voix aiguë. « Raconte une histoire. » Raphaël serra la petite contre sa poitrine, le cœur débordant. « Je raconte. Tu veux entendre laquelle? Celle de la princesse qui vivait au château ?» Aurore secoua la tête. « Non. Je veux l'histoire de quand maman est arrivée sous la pluie et que tu as ouvert la porte. C'est ma préférée. » Raphaël et Hélène échangèrent un regard ému. « C'est ma préférée aussi, » dit Raphaël. Et il commença à raconter, avec Aurore attentive et Hélène souriante, tandis que le soleil se couchait sur le domaine de Saint-Roch, teignant tout de doré, comme bénissant cette famille née de l'improbable, de l'impossible, mais surtout de l'amour véritable qui a eu le courage de fleurir, même après tant de douleurs. Et sur cette terrasse, en cette fin d'après-midi, avec l'odeur de terre mouillée et de jasmin dans l'air, avec des rires et de la chaleur humaine remplissant chaque coin, Raphaël comprit enfin qu'il était possible de recommencer. Que le passé n'emprisonne pas celui qui a le courage d'ouvrir les portes au futur, que la solitude n'est pas un destin, c'est un choix. Et que parfois, juste parfois, l'amour arrive trempé par la pluie, enceinte de possibilités, et transforme le Noël le plus solitaire en la première nuit de la vie, la plus pleine. Le fermier qui allait passer Noël seul découvrit qu'il ne serait plus jamais seul, et la femme abandonnée découvrit qu'elle ne serait plus jamais abandonnée, parce qu'ils savaient l'un l'autre, et ça au final, c'était tout.